Bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Cette semaine, nous rencontrons Karel Trottier. Karel est conseillère en développement durable. Militante depuis le début de son secondaire, Karel a choisi la voie de l'environnement en obtenant son baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l'environnement. Et plus tard, sa maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. Axée sur l'interdisciplinarité, elle s'intéresse à plusieurs domaines, incluant la gestion des matières résiduelles, la santé et la protection des milieux naturels. Adepte d'événements sportifs, culturels et musicaux, elle désire donc mettre à profit toutes les compétences acquises dans son parcours professionnel et académique afin de rendre l'événementiel plus éco-responsable. Elle adore partager sa passion pour l'environnement à ses amis, à sa famille, mais aussi à la population en général. Les entrevues Inspirer l'équilibre sont présentées par l'Écolo-Boutique, entreprise inspirante, pionnière en éco-responsabilité grâce à la vision de Pierre Bolduc. L'éco-responsabilité et l'achat local ont une vitrine incroyable. écoloboutique.ca. Et merci à la Savonnerie des Diligences, une autre belle entreprise pionnière en éco-responsabilité qui crée des savons et produits corporels afin de nous laver et prendre soin de notre corps en respect de l'environnement. La Savonnerie des Diligences s'engage à créer des savons et des produits naturels de qualité en se souciant des gens et de l'environnement. savonneriediligence.ca. Bonjour Karel, Bonjour Hélène, ça va bien? ça va super bien toi? Oui, ça va très bien. Alors, je suis très contente de t'avoir comme invitée aux entrevues Inspirées d'équilibre. On a eu le bonheur de travailler ensemble. Mhm. C'est un plaisir de travailler avec toi. C'est très instructif de travailler avec toi. T'es une des personnes que je connais qui en sait le plus, ou du moins, en tout cas, qui sait bien communiquer ce qu'elle Merci. connaît sur le développement durable, sur la gestion des déchets et tout. Donc, je me sens vraiment très heureuse de t'avoir en entrevue. Très Alors, choyée de l'invitation pour ma part, merci. Yay! Alors, j'aimerais ça que tu nous racontes qu'est-ce qui t'a amené à étudier en environnement. Bien sûr. En fait, ça vient un petit peu de loin pendant mon parcours au secondaire, donc ça vient quand même loin. J'ai 27 ans en ce moment, là, donc le secondaire, c'est quand même v'là quelques années. J'étais impliquée beaucoup dans l'engagement communautaire parce que j'étais dans le PEI, donc le Programme d'éducation internationale, et on était obligé de faire de l'engagement communautaire. Et je m'étais impliquée dans Amnesty International, qui était aussi jumelée avec le Club 2 tiers, donc dans le fond, qui était la Marche 2 tiers, qui est maintenant la Marche Monde, euh, qui était comme vraiment une mobilisation d'étudiants, de jeunes personnes, en fait, qui revendiquaient certaines choses, dont l'environnement, la protection de l'environnement, la protection de l'eau, la protection des droits humains également. Donc, ça part quand même relativement de loin ma souciance pour l'environnement. Ensuite, j'ai fait un cégep en sciences naturelles, là, donc parcours typique pour moi. Je n'étais pas nécessairement impliquée en environnement dans ce cas-là, mais j'avais des cours de biologie, d'écologie, puis ça m'a toujours un peu intéressée. Mais ensuite, pour aller vers l'université, je me cherchais un petit peu, je ne savais pas trop vers où j'allais aller, puis finalement, j'ai atterri dans un nouveau programme à l'UQAM, donc qui était Sciences naturelles appliquées à l'environnement. C'était vraiment des sciences pures, mais on voyait aussi beaucoup de sciences plus humaines reliées au développement durable, à l'environnement, et etc. Et c'est dans ce programme-là, en fait, que j'ai compris beaucoup de choses. Donc, j'ai compris que c'était nécessaire de protéger nos écosystèmes, que c'était nécessaire de faire des meilleurs choix dans nos vies. Donc, c'est un peu de là aussi qu'est parti mon amour pour l'événementiel éco-responsable. Donc, justement, tu travailles pour le Conseil québécois des événements éco-responsables. Tu accompagnes les organismes souhaitant intégrer le développement durable dans leurs pratiques de gestion d'événements. C'est quoi le plus grand défi que les entreprises en événementiel rencontrent quand elles veulent changer leurs pratiques? Mais il y en a beaucoup. En fait, en événementiel éco-responsable, c'est sûr que quand on organise un événement, il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup d'étapes et souvent, le volet éco-responsable vient en dernier recours. Puis souvent, les organisateurs d'événements n'ont pas les ressources, autant humaines que financières, pour mettre en place ces mesures éco-responsables-là. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, nous, de notre côté, au Conseil québécois des événements éco-responsables, de leur donner des trucs, des choses qui
vont être faciles à implanter, qui ne nécessitent pas nécessairement beaucoup de temps, d'argent aussi pour faire des petits pas, un petit pas à la fois, veut pas. Mais je pense que les ressources financières, c'est vraiment la clé, en fait, en événementiel, là, qui bloque beaucoup, beaucoup d'événements à mettre en place des mesures éco-responsables. Il y a de plus en plus d'entreprises, ben, d'événements, en fait, qui se tournent vers l'éco-responsabilité, ou du moins qui essayent un peu. Oui. Est-ce que tu crois que c'est une tendance qui est comme dans l'air du temps, ou c'est vraiment quelque chose qui est là pour durer, où les gens font, OK, il faut vraiment faire quelque chose parce les événements ont un impact, en fait, réel, en tout Mhm. cas, plusieurs. Oui, ben, je pense que c'est là pour durer pour plusieurs raisons. Effectivement, ben, je pense que la pandémie a ouvert les yeux de beaucoup de personnes sur l'environnement en tant que tel, sur l'impact de nos gestes, et etc. Donc déjà là, il y a eu ce changement-là de mentalité. Ensuite, à cause de la pandémie, il y a eu beaucoup de changements personnels au niveau des organisations, d'organisateurs d'événements. Donc ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeunesse qui sont entrées maintenant dans l'événementiel et les mentalités changent dans les organisations. Donc, ça aussi, c'est un point qui fait en sorte que ce sera là pour changer, pour rester. Puis, l'autre point, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds maintenant, là, donc les organismes qui viennent donner de l'argent aux événements, qui ont des éco-conditionnalités. Donc, ça veut dire que pour avoir le financement, il faut prouver, par exemple, qu'on met des mesures éco-responsables lors de l'organisation de notre événement. Donc, ça, c'est sûr que ça ne changera pas, ça va être là pour rester. Puis, en fait, il y en a quelques-uns déjà qui le font, puis il y en a d'autres qu'on sait qui viennent, qui vont en mettre dans leurs conditions. Là. Donc, ça s'en vient de plus en plus ben, normal en tant que tel de le faire. Là. Donc, c'est ça. Puis Donc, les entreprises vont être obligées d'avoir un volet éco-responsable pour survivre parce que ça va être la condition pour avoir l'argent finalement. Exactement. Puis de plus en plus aussi, le public est très, très, ben, en fait, ils vont vraiment beaucoup regarder ces éléments-là. Là. Donc, si un événement dit qu'ils sont éco-responsables, ben, le public va vraiment regarder qu'est-ce qui est éco-responsable. Ben, est-ce qu'il y a du compost sur place? Est-ce qu'il y a du recyclage? Est-ce qu'il y a d'autres mesures aussi que le public peut voir? Là. Donc, il y a de plus en plus de changements de mentalité là, dans tout le secteur événementiel. Effectivement, que le public est très alerte. Moi, j'ai Mhm. des amis maintenant qui m'envoient des photos pour me dire, hey, c'est des éco-responsables, check qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils font finalement. T'sais. Donc, le public Exact. critique, ce qui aide énormément. Beaucoup, beaucoup. Puis même moi, là, je suis capable d'aller sur des événements en mode festif et non pas en mode travail. Là, je regarde tout. Je suis rendue une plaie, en fait. Plus personne ne veut sortir avec moi. Je chiale trop. La déformation professionnelle suit toujours. Là. Oui, exactement. Tu parlais qu'il y avait le manque de ressources financières et humaines. Mhm. Une petite entreprise en événementiel qui voudrait faire un changement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire à petite échelle pour commencer? Bien, c'est sûr que le nerf de la guerre, souvent, c'est le transport. Donc, le transport des participants sur le site de l'événement, ainsi que le transport des autres personnes qui viennent aider à l'organisation de l'événement, ou par exemple, si c'est un festival de musique, bien, les artistes, etc. Donc, simplement par la sensibilisation et la mise en place de petites mesures éco-responsables reliées au transport. Donc, ben, informer les participants justement qu'il y a des supports à vélo disponibles, que vous mettez disponible, par exemple, des casiers pour ranger les casques de vélo, les sacoches de vélo sécuritairement. Donc, c'est des petits gestes comme ça. Ce n'est pas nécessairement très dispendieux. C'est vraiment juste de la sensibilisation. Puis, ça peut quand même faire un impact considérable, sachant que le transport est un des plus grands contributeurs en termes de gaz à effet de serre dans un événement. Sinon, c'est sûr qu'il y a aussi le volet gestion des matières résiduelles, donc de vraiment bien s'informer. Donc, à la base, juste s'informer sur qu'est-ce qui va être recyclable vraiment ou compostable lors de votre événement. Puis, est-ce que l'organisme, par exemple, qui récolte vos matières, est-ce que l'organisme va récolter ces matières-là? Parce que je ne sais pas si les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont entendu parler du plastique compostable, donc le fameux PLA7. Donc, c'est comme une fausse bonne idée parce qu'il y a beaucoup d'endroits au Québec, par exemple, qui ne le compostent pas dans leur centre de compost parce qu'on n'a pas les conditions optimales pour le composter, malheureusement. Donc, les fournisseurs, les vendeurs, ils ont raison, c'est un plastique qui est compostable, mais dans certaines conditions clés qu'on n'atteint pas au Québec. Donc, de juste savoir ça, à ce moment-là, c'est facile de faire des choix, d'autant plus que le plastique souvent compostable est plus cher. Donc, de juste faire un choix peut-être plus vers une boîte de carton qui se compostable
compost et qui se recycle bien. Donc, c'est des petits choix comme ça là, qui vont venir, c'est facile à faire, c'est facile de s'informer, ça ne prend pas beaucoup de temps, ni d'énergie, ni de sous de le faire. Donc, c'est ce que je dirais là, pour, pour répondre à la question. Puis ça, tu parles de s'informer, puis je trouve que c'est tellement une des choses qui est importante parce que justement, on se perd là-dedans. Dans Mhm. toutes les choses, Ouais. des choses que j'ai appris il y a 10 ans, que maintenant, puis tu sais, le plastique compostable, que tout le monde trouvait que c'était la révolution, puis finalement, justement, c'est super le fun, mais c'est pas compostable pour Mhm. au Québec, en fait, à certaines, la plupart des endroits au Québec le compostent pas. Ouais. Il y a Gatineau qui le compose, je crois bien. Peut-être d'autres endroits que je ne connais pas, mais il y a beaucoup, la majorité ne compose pas. Là, ouais. Si je ne me trompe pas, Sherbrooke est une des endroits où une des villes qui le composte. Donc, Ouais. Je mais crois Laval aussi. Laval, oui, c'est ce que j'avais en Saint-Raymond. tête, Laval Ouais. et Sherbrooke. Ouais, Donc, mais c'est ça. Fait que, tu sais, de vraiment s'informer ça coûte rien. Il y a tellement de ressources. exactement. Tu en partages vraiment beaucoup sur ta page personnelle, tu en partages beaucoup, t'en likes beaucoup. Puis il y Mhm. en a, tu sais, il y en a, je pense que c'est Tricentris qui. Tricentrice, effectivement, il y a la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, en fait, c'est vraiment donné une mission de sensibilisation. Là. Donc, on le voit beaucoup par des publications sur Facebook, mais je pense qu'il y a une capsule aussi à Salut Bonjour. Donc, un certain matin dans la semaine, il vient vraiment expliquer certaines choses en gestion des matières résiduelles. Donc, tu sais, s'il y a une page à suivre au Québec, c'est vraiment la page de Tricentrice, selon moi, là, qui donne beaucoup d'informations. Puis, on peut même faire avec la loupe, donc la recherche, on peut rechercher d'anciens thèmes également, là, donc pour s'informer un petit peu plus. Sinon, il y a l'application Savaou de Recyc Québec. Donc, c'est pas 100% parfait pour être honnête, dépendamment des régions, mais ça reste que c'est une bonne base si jamais on veut savoir, OK, est-ce que telle matière va dans le recyclage ou dans le compost? Est-ce que je peux l'emmener à mon éco-centre? Puis je pense que de poser vraiment la question directement à la personne concernée, donc, par exemple, à l'éco-centre de votre région, au centre de tri de votre région, c'est la meilleure des choses. Parce que, comme tu disais, Hélène, il y en a de toutes les sources des informations sur Internet, puis c'est pas toujours la bonne information. Puis comme ça évolue vite, le secteur de l'environnement, surtout de la gestion des matières Ouais. résiduelles, ben, l'information de là, 2 ans, c'est peut-être pas encore l'information qui est bonne aujourd'hui. Là. Donc, faut rester en amélioration continue et continuer de s'informer. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, de plus en plus de villes appliquent des lois sur le plastique à usage unique. C'est un bon pas vers le changement. Donc, c'est sûr que le côté un peu coercitif fonctionne toujours. Des fois, il y a Ouais. des gens qui n'agissent que par ça. Mhm. Quel autre pas que les villes pourraient faire pour aider justement à ce que le pas se fasse de plus en plus? Il y a déjà quelques villes qui offrent la location de certains équipements pour des événements qui sont plutôt à plus petite échelle. Donc, je pense que ce genre de projet de mutualisation ou de location d'équipements, c'est un grand pas qui pourrait aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements à être plus éco-responsables, ne serait-ce d'avoir, par exemple, une flotte de 200 kits de vaisselle, par exemple, que les événements peuvent louer pour des soirées cocktails ou pour des petits soupers par exemple, pour des soirées de CA ou quoi que ce soit. Donc, ça, je crois honnêtement que c'est une des mesures les plus, en fait, qui pourrait le plus aider d'événements. Donc, il y a la ville de Gatineau qui a déjà ça, qui peuvent offrir là, donc, ce kit de vaisselle-là. Donc, j'ai beaucoup vu d'événements que s'il y avait eu cette possibilité-là, ils seraient allés parce que louer la vaisselle d'un fournisseur externe, c'est des sous supplémentaires que souvent, ils n'ont pas. Donc, c'est de la gestion aussi un petit peu, mais si c'est loué gratuitement, bien, cette gestion-là va être plus facile à l'interne à céduler, là, dans le fond, entre l'équipe disponible. Donc, ça, ce serait vraiment, pas nécessairement aller dans des réglementations, mais des outils qui vont pouvoir être utilisés par les événements. Mais ça, je confirme, j'organise des événements, puis je confirme que des fois de louer, nous, on avait même regardé une fois que ça nous a coûté moins cher acheter, exemple, dans un Mm, magasin seconde main que de louer, puis c'est ça. de le redonner. Finalement, c'est une sorte de location parce qu'on le redonne, mais effectivement, donc, c'est super. Là où les villes qui font ça, ça enlève un poids monétaire pour les entreprises qui créent ça. Exact. Puis il faut quand même diffuser aussi l'information parce que je sais que Oui, certains événements ne savent pas que ça existe
alors qu'ils sont dans ces villes-là, par exemple. Donc, de vraiment informer les personnes, puis de rendre vraiment l'information facilement retrouvable sur les sites web. Souvent, c'est ça le problème aussi. Donc, sur Oui. les sites des villes, MRC municipalités, il y a beaucoup d'informations et c'est difficile de se retrouver. Là. Donc c'est ça, avoir une flotte, par exemple, de vaisselle, une ou deux stations de remplissage d'eau qui peuvent être utilisées, avoir aussi des bacs de gestion de matières résiduelles parce que ça aussi, ça coûte cher à louer. Puis souvent, si Mhm. on fait, par exemple, un événement dans un parc, ben, il y a juste des poubelles de déchets. Donc, il n'y a pas de recyclage, pas nécessairement de compost. Donc, d'avoir des bacs en stock que la ville peut gérer, par exemple, le transport ou la location, ce serait vraiment génial. Good. On va diffuser l'information que ce serait une bonne idée. On va taguer toutes les villes sur la publication Facebook de, de cet épisode. Tu as une grande capacité à motiver, à sensibiliser les gens à faire avancer les choses. On le voit aujourd'hui. Je trouve que la manière que tu parles des choses, il y a une passion dans ce que tu fais. C'est quoi, selon toi, le secret ou la façon de faire qui permet de sensibiliser notre entourage? Pour être honnête, tout le monde me dit ça, que j'ai une bonne capacité, mais souvent on est plus, on est difficile avec nous-mêmes, puis des fois j'ai l'impression de ne pas être bonne pour expliquer les choses. Donc, bon, j'espère que c'était clair aujourd'hui ce que je disais. Tout à fait. Je pense que d'y aller plutôt dans des moyens concrets, des explications concrètes, au lieu d'y aller vers plutôt des reproches. Donc, souvent, c'est ça, on nous reproche beaucoup de choses alors que c'est vraiment pas le bon moyen de sensibiliser les gens, c'est vraiment pas le bon moyen pour faire changer les choses. Donc, de vraiment plus y aller dans les actions concrètes, les idées, la sensibilisation, de manière aussi ludique peut-être. Donc, petit peu par petit peu, on ne peut pas exiger, par exemple, à une mère qui a deux enfants, qui est tout le temps à la maison, qui a bien de la misère à arriver déjà dans son temps, de faire du compost, du recyclage, en plus d'acheter en vrac, etc. Tu sais, il y a des choses que c'est facile à implanter dans notre vie de tous les jours, par exemple, d'autres un peu moins. Puis il faut être indulgent avec les gens, puis de se mettre un peu dans la peau des personnes pour comprendre leur réalité. Donc, je pense que c'est un peu mon point fort de réussir à me mettre dans la peau des gens pour savoir que ben, peut-être que c'est pas la bonne chose de leur parler de ça parce que ben, de toute manière, ils ne sont pas capables de le mettre en place. T'sais. Ça devient plus décourageant, fait qu'au final, ils veulent même pas essayer, tu sais. Exactement, exactement. Puis je pense aussi de diffuser, par exemple, mes expériences vécues. Je pense que ça aide aussi beaucoup les gens à prendre exemple sur moi parce qu'effectivement, je suis dans mon entourage, je suis comme la personne qui diffuse beaucoup d'informations, qui sensibilise les gens autant, oui, sur, par exemple, le zéro déchet, les événements éco-responsables, mais aussi sur tous les autres aspects. Là. Donc, par exemple, ben, pas la compensation carbone, mais tout ce qui est les puits naturels de gaz à effet de serre, là, donc les tourbières. J'ai déjà travaillé dans les tourbières, donc j'ai comme ça un petit peu à cœur. Donc, simplement de changer comment les gens ils pensent, puis qu'ils voient les choses, puis vraiment expliquer pourquoi on fait ces gestes-là. Donc, des fois, ça aide vraiment à mieux comprendre les situations possibles. Excellent. C'est des très bonnes façons. Ouais. Et puis, pour terminer, quel est ton plus grand souhait pour l'avenir de l'événementiel éco-responsable? Ben, pour l'événementiel, honnêtement, je souhaite que les organisateurs d'événements ils comprennent un petit peu mieux comment faire les mesures éco-responsables. Puis je souhaite qu'ils s'informent un petit peu plus, que ce soit juste la norme, qu'on arrive à un événement avec nos ustensiles, avec notre assiette à la limite pour prendre à manger, que ce soit que j'ai plus besoin de m'asseoir puis de juger les gens en train de, de gérer leur matière résiduelle, puis que ce soit juste comme une habitude, quelque chose qui est naturel de faire ça. Donc, ça va le devenir de plus en plus. Et on se rappelle, il y a 5-6 ans, on n'avait pas le droit d'emmener nos gourdes d'eau encore sur les événements. Puis maintenant, de plus en plus d'événements le permettent, qu'elles soient vides ou remplies, là, dépendamment des événements. Donc, je pense qu'on s'en va vers la bonne voie, mais je nous souhaite beaucoup mieux, puis que tous les événements emboîtent le pas également, parce que c'est pas tous les événements qui sont conscientisés encore. Donc, on a du chemin à faire. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, comme tu dis, il y a quand même, quand les bailleurs de fonds, les gouvernements, les villes commencent à mettre des exigences ou à apporter du soutien, je pense Mhm. que c'est un bon début, en tout cas une bonne continuité à ce qui se fait déjà, puis que ça donne Exact. espoir. Exactement, parce qu'on se rappelle quand même l'essence même d'un événement, c'est de rassembler les gens, c'est de les divertir, de promouvoir la culture d'ici. Donc, je veux pas, nous, notre but, c'est pas de retirer complètement les événements. Là. On veut que les événements continuent, mais qu'il y ait un moins gros impact sur l'environnement, donc de tous les petits gestes.
Ben, merci beaucoup, Karel. Puis pour les gens que ça l'intéresse, le Conseil québécois des événements co-responsables, ils ont plusieurs choses sur leur site web, donc ils peuvent aller s'informer, aller voir là-dessus, puis s'informer, le mot qui est revenu souvent aujourd'hui. Et Exactement. puis ils peuvent vous contacter aussi, toi et tes collègues, là, pour en savoir plus. Oui. Ben, merci beaucoup de l'invitation, Hélène. Ben, merci à toi d'avoir accepté. À bientôt. À bientôt.